Hello guys et bienvenue dans ce nouvel épisode de Safe Corner. Je sais pas ce que vous avez fait cette semaine mais moi j'étais en vacances pour la première fois depuis 2 ans au Ménuire avec mon papa et je sais pas si vous vous souvenez mais dans le dernier épisode avant de partir je vous avais expliqué que j'étais en petite crise existentielle depuis quelques mois et honnêtement une semaine à la montagne ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et du coup ça m'a donné un peu cette idée d'épisode de podcast cette semaine qui est sur comment trouver sa place en tant que personne neuroatypique et plus particulièrement en tant que personne TDAH parce que c'est de ce trouble-là que je suis diagnostiquée. Donc, comme vous le savez, vu que je ne parle que sous le prisme de ma propre expérience, je vais vous raconter un peu mon expérience par rapport à ça. Parce que depuis que je suis petite, j'ai un peu cette impression de ne jamais être à ma place, de me sentir en décalage ou incomplète par rapport au reste de la société. Et du coup, ce vide pour le combler, j'ai essayé plein de trucs différents. Et je vous avoue en toute honnêteté que au bout de 25 ans de vie sur cette terre, même si c'est pas encore très vieux et que j'ai encore plein de choses à vivre, je n'ai toujours pas trouvé la réponse exacte pour remplir ce vide. Et Dieu sait que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai changé beaucoup de professions, j'ai changé de lieu de vie. Et pour autant, c'est toujours aussi compliqué de gérer cette impression-là. Pour ma part, je sais que c'est vachement lié au TDAH, donc je vais vous parler de ça, mais ça peut être aussi lié à d'autres choses, même si vous avez ce ressenti-là. Et pour autant, ça n'en fait pas moins un sujet intéressant pour vous introspecter. Donc même si vous en êtes pas atteint, vous pourriez vous reconnaître dans ce que je vais vous dire. Moi personnellement, mon décalage, en tout cas ce sentiment d'être pas à ma place, il commence comme every episode dans l'enfance. Wouh! Non, plus sérieusement, c'est vrai que j'ai toujours été un enfant très hyperactif, donc qui bougeait partout, qui avait besoin de faire beaucoup de choses, de découvrir beaucoup de choses, qui était très curieuse, qui posait tout le temps des questions, qui parlait trop, qui coupait la parole. Je tenais pas en place, je m'ennuyais très rapidement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai expliqué que quand j'étais à l'école, moi, j'ai jamais ouvert un cahier de ma vie. Enfin, j'étais très nulle en termes de discipline et ce qui m'a sauvée c'était que je sois un peu en avance et que j'ai des facilités en cours, mais concrètement en termes d'autodiscipline, d'intégration sociale, tout ça on est au niveau 0 hein. En tout cas en primaire, collège, lycée, lycée ça a commencé à aller mieux mais primaire, collège c'est catastrophique. J'en ai vraiment un souvenir de je m'ennuie vraiment intensément, j'ai besoin de bouger, je me lève tout le temps de ma chaise, mes maîtres, maîtresses ça les rend fous, mes parents aussi ça les rend fous. Ouais, je me souviens que ma mère elle pouvait pas passer un mercredi ou un week-end sans que je lui dise on fait quoi, on sort, on fait quelle activité alors qu'il pleuvait, qu'elle avait pas du tout envie de sortir. Il y a aussi un truc très intéressant parce que j'en ai parlé avec quelqu'un qui vient aussi de cette région cette semaine et je suis persuadée qu'en vrai, il y a vraiment un lien. J'ai testé d'habiter dans la campagne ou au milieu de la nature. Je me fais chier, ok, on va pas se mentir, il y a rien à faire, j'ai besoin d'être stimulée culturellement, d'aller voir des expos, de faire des trucs, de sortir, de voir des gens et on va pas se mentir, en campagne, c'est pas non plus la folie, que ce soit en semaine ou en week-end, il y a quand même beaucoup moins de gens, c'est quand même plus rare qu'il y ait des jeunes, etc., ou qu'il y ait en tout cas une grosse communauté de jeunes. Il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Et je pense que les campagnards, ils sont d'accord avec moi. Et pour autant, quand je suis là, au centre de Paris, je déteste aussi. Voilà. Parce que, au contraire, je trouve qu'il n'y a plus du tout de nature. Je suis entourée de béton, ça me rend zinzin. Je fais un métier qui est en plus assez enfermant parce que je tourne, je fais toute ma vie toute seule chez moi dans cet appartement. Les gens ici sont aigris, je les trouve faux, ils baignent dans le superficiel, en tout cas pour la plupart, hein, j'en fais une généralité, mais on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde en termes d'imprégnation culturelle. Et en fait, le problème, c'est que je trouve que quand on est né en Alsace, parce que moi c'est mon cas, à Strasbourg, il y a un peu ce truc traître, et je pense qu'on l'a dans plein d'autres grandes villes de France, hein, c'est juste que j'ai pas forcément d'exemple là sous la main, mais il y a ce truc traître de j'ai grandi dans une des 10 plus grandes villes de France, et en même temps, je fais 20 minutes de voiture, je suis dans la campagne. Et du coup, ça, pour quelqu'un de neuroatypique, c'est parfait. Vous avez autant la vie, la stimulation culturelle, les échanges sociaux à portée de main, que la déconnexion totale, la nature et vraiment le silence, quoi. Enfin, quand j'habitais à Strasbourg, j'avais beau être au centre-ville, je fais 1 heure de route, je suis dans les Vosges, quoi. Au milieu de rien, dans la forêt, quoi. Et c'est vrai que depuis que j'ai déménagé, c'est hyper compliqué pour moi justement de pas avoir cet équilibre nature-ville. En fait, j'ai choisi un des deux. Et j'avais pas conscientisé ça avant, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, je me dis mais putain, mais est-ce que ça vient pas de là, ce fait de pas me sentir à ma place et de me sentir déprimée à Paris, est-ce que ça vient pas du fait que en fait juste ma place
elle est nomade. Et ça, les gars, c'est un vrai sujet, le côté nomade et le rapport au TDAH. On va en parler un peu plus longuement après. Mais voilà, j'arrive à ce premier constat de me dire, waouh, en fait, peut-être que ma place, c'est juste que je n'ai pas de place. Et que justement, je m'épanouis dans le fait de changer d'environnement souvent, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Et c'est vrai que, au vu de mon rythme de vie actuel, c'est-à-dire un rythme de vie où j'ai toujours fait comme il fallait, toujours eu une vie bien rangée, où je suis pas beaucoup partie en vacances, j'ai beaucoup travaillé pour économiser parce qu'on m'a dit que c'était comme ça que ça marchait. J'ai pas énormément découvert d'autres choses à part l'Europe, et encore c'est déjà bien, je vais pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui ont même pas l'opportunité de partir ailleurs en France que chez eux, donc je suis aussi très reconnaissante de ce que j'ai déjà vécu, attention. Mais voilà, c'est un peu les réflexions qui me sont arrivées pendant que je suis partie en vacances cette semaine, en fait, dès que là, à 25 ans, je commence à comprendre enfin que ma place c'est ça quoi, c'est le voyage. Et je sais qu'il y en a plein qui se demandent mais là quel est le rapport avec le TDAH? Le TDAH c'est le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Une des composantes principales de ce trouble, c'est que votre cerveau est en sous-production de sérotonine, dopamine et neuroadrénaline. C'est-à-dire l'hormone de la récompense, du bonheur et de la stimulation mentale. En plus, c'est des neurotransmetteurs, donc je vous ai trouvé une explication parce que vraiment, je suis très nulle pour dire les choses de tête, donc je préfère avoir un support. C'est-à-dire que le mécanisme dans le TDAH, c'est que dans le cerveau profond, les neurones fabriquent des neuromédiateurs à partir d'acides aminés. Et ceux-ci sont justement ensuite transformés en monoaminés, tels que la sérotonine, la neuroadrénaline ou la dopamine. Et ça, c'est le plus important. Si on part de ce principe-là, ça veut dire que 80% des fonctions cérébrales sont tributaires de l'action de la dopamine, qui est provoquée justement par tout ce schéma-là. Au niveau cérébral, en gros, les études d'imagerie permettent d'identifier des anomalies structurelles. Certaines aires du cerveau sont carrément moins développées que chez des personnes sans TDAH. On remarque aussi des anomalies de connectivité, c'est-à-dire que les transmissions de l'information entre les neurones, c'est catastrophique. Les aires, forcément, dont je vous parlais, qui sont moins développées, la plupart du temps, elles sont impliquées dans des fonctions exécutives et dans le contrôle de l'attention. C'est ce qui fait qu'on est hyper inattentif et qu'on a du mal à traiter les tâches, à les hiérarchiser, etc. Le schéma dont je vous parlais avant, il est complètement déséquilibré. Ça veut dire qu'on n'a pas, en tant que personne TDAH, justement à cause de ce que je viens de vous expliquer, de toutes ces anomalies, on n'a pas un bon équilibre entre tous ces neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs, comme on a dit, c'est la dopamine, la sérotonine, la neuroadrénaline. Et au-delà de servir de message chimique entre les neurones et d'influencer directement votre humeur, votre motivation, votre énergie et votre stress, ils ont des rôles qui font bien chier quand c'est déséquilibré, notamment la dopamine, qui est le neurotransmetteur de la récompense, qui sert de motivation à agir, plaisir et satisfaction, concentration, apprentissage, tout ce que l'on n'a pas, voilà, en tant que personne TDAH, ou en tout cas qu'on a beaucoup plus de mal à atteindre. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un énorme lien entre cette quête de trouver sa place et ce trouble-là. C'est que déjà de base, on part avec un cerveau qui a un besoin accru d'apprendre, de changement, de motivation et tout simplement de source de plaisir et de récompense. Et on le sait tous dans notre société actuelle, dans notre quotidien actuel, c'est des choses qui sont très compliquées à atteindre, surtout quand on fait des métiers répétitifs, quand on a des quotidiens et des routines. Pareil, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la sérénité, donc ça va vous permettre d'avoir une humeur stable, un sentiment de bien-être, un bon sommeil, un bon appétit, une bonne gestion des émotions et une confiance intérieure. Donc je vous laisse deviner ce qui se passe quand elle est déséquilibrée. On a de l'anxiété, on rumine, on déprime, on est irritable, on est impulsif. Et c'est ce qui fait que généralement les TDAH ont beaucoup de problèmes à réguler leurs émotions, qui sont très impulsifs. En tout cas, il y a un gros terrain anxieux derrière aussi. Généralement, c'est comorbide, l'anxiété et le trouble de l'attention. Et enfin, la neuroadrénaline, qui est celle de l'action, l'alerte, la vigilance. Pareil, je vous laisse deviner ce qui se passe quand elle est déséquilibrée. Brouillard mental, problème pour se focus, lenteur cognitive, fatigue. Donc au final, comment voulez-vous que je ne fasse pas de lien entre ce trouble-là et mon problème de quête de sens profond, quand on sait qu'en fait on a une sous-production ou en tout cas un déséquilibre de toutes ces hormones-là et que ça fout déjà bien la merde de base pour être serein et bien dans sa vie. J'avais envie de vous parler de mon diagnostic à la base, mais je sais pas si c'est très intéressant parce qu'en fait le pire c'est que moi je me suis fait diagnostiquer par hasard, je vous l'ai déjà expliqué je crois dans un autre épisode, ou en tout cas quand je vous ai parlé de mon diagnostic du TDI, j'ai été diagnostiquée moi à Sainte-Anne,
Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est le avant-diag. Parce que j'ai été diagnostiquée à 21 ans. Mais c'est vrai que pendant toute ma vie, en fait, j'ai compensé ces symptômes-là. Je me souviens d'être allée à la MDA, la maison des adolescents, tellement je me sentais perdue à un moment. Parce que j'avais pas l'argent pour me payer un psy. Et de leur dire, mais aidez-moi, j'ai un vide existentiel profond. Je ne comprends pas ce que je fais là. Je comprends pas quel est le but dans ma vie. Qu'est-ce qui me rend heureuse? J'ai l'impression que rien me rend heureuse. Et en fait, déjà à l'époque, je pense que c'était des symptômes du TDAH, parce que j'étais dans une routine, j'étais pas assez stimulée, j'étais dans le même environnement depuis que j'étais née, j'avais besoin de découvrir quoi, j'avais besoin de partir à l'aventure. Mais le souci quand on a une famille assez basique, c'est-à-dire quand vous êtes un peu la seule personne diagnostiquée de votre famille et que vous avez vécu toute votre vie de manière bien rangée, fait des études, des longues études, fait une alternance, trouver un travail, un bon poste, un bel appartement, commencer à vous forger une vie stable, parce qu'en fait c'est là où j'en suis actuellement, c'est que je me suis forgé une vie stable et aujourd'hui je suis en mode mais je n'ai pas envie de tout ça. Je vais péter les plombs, mais en même temps je peux pas me débarrasser, vous voyez, de mon petit chat que j'aime plus que tout au monde. Regardez, elle arrive d'ailleurs. Coucou Mimi. Vous le verrez pas dans le podcast mais peut-être dans la vidéo YouTube. Elle est venue se coucher sur mes genoux. Enfin voilà, à 25 ans forcément on commence à se construire une vie stable et je me retrouve vraiment au milieu en mode bon, je peux pas tout quitter comme ça du jour au lendemain, qu'est-ce que je vais faire quoi, parce que pour autant mon mal-être il a jamais été aussi présent que depuis que je suis stable dans ma vie. C'est fou de dire ça. C'est fou quoi. Alors pour essayer de régler ça, plutôt que de me dire que c'était mon environnement le problème et peut-être qu'il fallait que je change d'autres choses dans ma vie, j'ai commencé à prendre de la Ritaline. Encore une fois, trigger warning, c'est ma propre expérience de cette molécule. Je n'incite pas à en prendre, ni je n'incite pas à ne pas en prendre. De toute façon, c'est un médicament, je pense, qui est très propre à chacun dans son expérience. Il y a des gens, ça va vachement leur convenir, d'autres pas du tout. Mais bon, il n'empêche que à l'époque, je faisais un travail qui faisait qu'il fallait que j'en prenne parce que je commençais à faire beaucoup d'erreurs. Je vous en ai parlé dans d'autres épisodes, mais par exemple, quand j'étais en alternance, c'est là où j'ai commencé à être diagnostiquée, mais c'était aussi la première fois où je me retrouvais dans un travail de bureau. Parce qu'avant, tous les travails que j'avais faits, c'était des travails qui certes étaient précaires, parce que c'est des travails étudiants, mais par contre où je m'éclatais dedans parce qu'il n'y avait pas de routine. Et là, je vais vous dire une dinguerie, je bossais en tant que ASL en EHPAD, les gars. C'est-à-dire que je faisais le ménage et l'hôtellerie. Et même si c'était pas un métier funky et que c'était un peu galère et qu'il y avait plein d'inconvénients, au moins, à la fin de la journée, j'avais pas de vide, en fait. Je sais pas si vous voyez, j'avais pas de sentiment de pas savoir quoi faire de ma vie et de me dire mais pourquoi je fais ça. Pareil pour quand j'ai fait des petits jobs de serveuse en extra, pareil quand j'ai fait du périscolaire. En fait, vraiment tous les métiers de service qui me permettaient de bouger, de rencontrer du monde, d'échanger et où il y avait pas de routine, c'était super. Mais par contre, c'était hyper précaire. On va pas se mentir, on n'est pas très bien payé dans ces métiers-là. Et surtout, selon l'établissement, on se fait pas très bien traiter. Du coup, je vous avoue, pour moi, c'était même pas une option envisageable d'aller dans un métier comme ça alors que j'avais fait 5 ans d'études, quoi. Sachant en plus qu'il y aurait plein de gens à ma place qui aimeraient faire autre chose parce que eux, c'est des métiers qui leur conviennent pas et qui font ça juste de manière alimentaire. Du coup, j'ai commencé à prendre de la Ritaline pour rester dans mon rythme de vie de cadre supérieur, voilà, qui gagne bien sa vie, mais par contre qui se fait un peu chier. Et puis honnêtement, je faisais beaucoup d'erreurs parce que c'était de l'administratif ou alors c'était des tâches assez répétitives et en fait, je me faisais chier, quoi. Et le problème, c'est que moi, quand je me fais chier, j'arrive pas à faire semblant. C'est-à-dire que j'arrive pas à travailler, je suis frise devant mon ordinateur, je mets 4000 ans à faire une tâche, je finis rien, j'essaye de finir dans les temps. Et puis le challenge, il arrive quand il me reste un jour pour tout finir ou que j'ai des tâches urgentes à faire et là, c'est YOLO, on y va, c'est parti, quoi. Et je pense que ça a participé du coup au fait que j'avais un rapport pas très sain avec le travail, parce que en fait, tout ce qui était challengeant pour moi, c'était des choses qui étaient ultra stressantes, c'était des missions de dernière minute, des délais serrés, des choses où en fait, il faut que je rentre en hyper focus pour arriver à gérer, quoi. C'était les seuls moments où je me disais ok, ça c'est cool à faire. Et du coup, c'est pas très sain comme rapport au taf. Alors pour essayer de ne plus bosser dans l'urgence en dernière minute et d'avoir une vie un peu plus sereine, je me suis dit que ça pouvait être une solution, la Ritaline. Donc j'ai commencé à en prendre. Je vais pas vous mentir, moi ça a marché très bien dès le départ. C'est-à-dire que effectivement, j'ai vu un changement où j'étais plus organisée, c'était moins le brouillard mental dans ma tête. J'étais moins paralysée, j'avais moins de problèmes pour réaliser toutes mes tâches en temps et en heure. Et comme attendu,
j'étais moins déprimée. Parce que forcément, on se retrouve à avoir l'hormone de la récompense, du bonheur et de la sérénité qui augmente, puisque le but de la Ritaline, c'est ça, c'est de venir stimuler les parties de votre cerveau qui sous-produisent les neurotransmetteurs dont je vous ai parlé avant. Donc du coup, forcément, vous allez mieux. Le souci chez moi, et je sais pas si d'autres personnes auront vécu ça avec cette molécule ou si c'est très personnel, c'est qu'au bout de quelques semaines, j'ai commencé à ressentir des effets inverses. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que je m'éteignais un petit peu. J'étais moins créative, j'avais moins d'envie, je vivais moins intensément les choses. Je me sentais un peu plus comme un robot PNJ et c'était horrible comme sensation, c'était un truc que j'aimais pas du tout. Surtout ce qui a commencé à me faire peur, c'est que paradoxalement, je me sentais plus anxieuse, plus déprimée, je me sentais éteinte quoi. Et c'est marrant parce que c'est vraiment au bout de 1 ou 2 semaines, si j'en prends tous les jours, que ça me fait ça. Alors que si j'en prends de manière plus épisodique, ça va. J'ai essayé de changer de molécule, j'en ai testé plusieurs. Alors effectivement, il y en a où c'est horrible, je fais carrément des crises d'angoisse parce que ça me crée des palpitations, de la tachycardie et tout, c'est terrible. J'ai des effets secondaires assez hard. Puis il y en a d'autres où moins. Parce que forcément, quand on a un trouble anxieux et un TDAH, c'est très compliqué à gérer de manière médicamenteuse. Mais voilà, moi si jamais c'était le Quasim qui marchait sur moi le mieux. Sauf qu'on est en rupture depuis 6 mois. Voilà, donc ça fait 6 mois, un an que j'ai plus de Ritaline parce que de toute façon il y a rupture. Et c'est marrant parce que depuis la rupture de Ritaline, je me suis rendu compte que en fait c'était quand même peut-être mieux sans. Voilà, alors je suis complètement plus désorganisée, c'est clair, je mets 4000 ans à faire des trucs qui me font chier. J'ai retrouvé mes symptômes d'avant, mais du coup je me suis dit je vais tester une autre option. J'étais persuadée que je pouvais trouver une solution sans devoir reprendre un médicament. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Enfin, bizarre. Là, on va rentrer dans des théories. Je reste persuadée qu'en fait, il y a peut-être un monde. Le TDAH, c'est peut-être pas une anomalie. C'est peut-être notre société actuelle, en fait, qui est le problème. Ça, c'est trop un sujet en plus que j'ai envie de traiter en vidéo longue YouTube. Ce rapport entre santé mentale et société actuelle dans laquelle on vit, qui, pour moi, je suis persuadée, participe à développer des troubles mentaux qu'on n'avait pas avant. Donc, oui, le cliché des vieux qui nous disent, oui, mais avant, il y avait beaucoup moins de problèmes de santé mentale. Faudrait que je fasse des recherches, mais peut-être qu'il y a une corrélation avec cette société de profit dans laquelle on vit maintenant, où il faut aller toujours plus vite, d'être de plus en plus rentable, avoir la belle vie de telle manière, et où en fait on place plus l'humain, la connexion avec la nature, etc. au centre de tout en fait, alors qu'on est censé vivre pour ça. Donc je me retrouve là avec mon trouble à devoir gérer en me disant ok, peut-être qu'en fait, quitte à être une saltimbanque, je vais y aller à fond. C'est le moment où en fait j'ai quitté mon alternance pour me mettre en freelance en espérant que ce soit ça la solution et qu'en fait c'est peut-être juste que je suis pas faite pour avoir un rythme de vie de bureau et si je veux garder mon travail actuel et pas faire un travail un peu plus précaire entre guillemets ou moins bien payé, la seule solution c'est que je sois mon propre patron et que ce soit moi qui me fixe des horaires et qui me gère toute seule en fait. Sauf que bon, quand t'es TDAH et que tu dois te gérer tout seul, c'est-à-dire l'administratif, les tâches chiantes, t'auto-gérer, te discipliner alors que tu n'as aucune discipline, c'est un petit peu compliqué. Donc je vous avoue, c'est vrai que j'utilise beaucoup de techniques, d'organisation, que c'est pas toujours top, que je suis pas toujours parfaite à ce niveau-là, que j'essaie de mettre en place un maximum de choses pour avoir une vie à peu près cadrée malgré ce métier pas cadré. Et on va pas se mentir, cette liberté elle a pas de prix et je reviendrai pour rien au monde en arrière. Mais ce qui me fait de la peine, c'est de me dire que moi j'ai le choix, mais il y a beaucoup de personnes TDAH qui ont pas forcément le choix en fait, qui ont pas forcément le mental ou les ressources pour se mettre en freelance, qui font pas forcément un métier qui peut se faire en freelance. Et plus je discute avec des personnes de milieux différents, plus je me rends compte qu'effectivement on est beaucoup atteints de ce trouble à faire des métiers précaires dont je vous parlais au départ, parce que c'est les seuls métiers où on s'épanouit. Et au final c'est très drôle aussi parce que quand on regarde les métiers en question, c'est les métiers les plus anciens du monde quoi. Être serveur, bosser dans l'hôtellerie, la restauration, ça existe depuis des centaines d'années, des milliers d'années même. Garder, s'occuper des enfants aussi, faire le ménage aussi, le sport aussi, il y a énormément de personnes neuroatypiques qui sont coachs sportifs, qui ont juste besoin de bouger quoi. Il y a énormément de TDAH saisonniers ou en intérim parce que justement ça leur permet de pas avoir de routine et de changer souvent de poste. Et tout ça c'est des métiers qui sont pas valorisés et c'est un peu dommage. Et justement quand on en revient à cette hypothèse d'Hartmann, ça rejoint un peu cette idée-là. Alors je précise juste au départ, pas qu'on m'attaque, l'hypothèse d'Hartmann, elle est pas vérifiée scientifiquement. C'est un stade d'hypothèse. Il y a des gens qui se sont basés sur cette hypothèse pour faire des études dessus assez sérieuses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de données scientifiques rigoureuses sur le sujet. Mais je trouve ça hyper intéressant de vous en parler.
J'ai tellement envie d'en faire une vraie vidéo là-dessus, un peu plus longue, parce que c'est hyper intéressant. Ça permet en fait de relativiser vachement sur notre vie et de pouvoir aussi prendre des décisions sur notre vie qu'on n'aurait pas pensé avant. Dans le sens où moi j'y crois à cette hypothèse et du coup je suis beaucoup plus à l'aise depuis à me dire que ça se trouve je finirai serveuse et c'est pas grave parce que c'est entre guillemets c'est dans mes gènes. Enfin je sais pas comment expliquer mais genre je suis fait pour ce genre de métier. En gros l'hypothèse du chasseur et de l'agriculteur elle a été créée par Tom Hartman. Alors de base c'est un animateur radio mais il a écrit un livre Attention Deficit Disorder, Different Perception. Et en gros cette hypothèse elle souligne que les êtres humains ont passé quand même la majeure partie de leur histoire évolutive dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, bon ça tout le monde le sait, mais surtout que le TDAH pourrait être en fait un manque d'adaptation aux sociétés beaucoup plus agricoles et sédentarisées. En gros l'hypothèse se concentre énormément sur le côté hyper focus du TDAH. Pour ceux qui savent pas, quand on a un TDAH, on peut avoir ce qu'on appelle des hyper focus, c'est-à-dire d'un coup on se met à être hyper absorbé par une tâche, à un point où on en oublie de manger, de boire, d'aller aux toilettes, de dormir, enfin vraiment on est hyper impliqué dans cette tâche et tant qu'on l'a pas fini, on reste dessus quoi. Mais pour toutes les autres tâches, en dehors des hyperfocus, on est hyper distrait, etc. Donc bref, il explique que justement que sa tendance à la distractibilité et sa capacité d'attention limitée pour les sujets qui ne l'intéressent pas, ça pourrait constituer un avantage en certaines circonstances et dans des cultures de chasseurs-cueilleurs qui ont précédé justement ces sociétés agricoles. En gros, certains individus seraient naturellement prédisposés à des variations spécifiques de ce gène qui pourraient jouer un rôle particulier au sein des groupes sociaux, mais que cette norme a progressivement changé à mesure que l'agriculture s'est développée dans la plupart des sociétés, entraînant un nombre croissant de personnes à travers le monde à devenir agriculteurs, c'est-à-dire à perdre ce gène-là. Ça servait par exemple pour pister une proie pendant des heures, pour protéger le camp des prédateurs, etc. Enfin, fallait avoir une capacité d'attention à un stade où t'en oubliais de manger, de pisser ou de boire quoi. Ça pourrait aussi expliquer le côté inattention. En gros, quand on était dans des milieux hostiles et qu'il fallait chasser, fallait avoir une hyper vigilance sur tout ce qui se passait autour et surtout une capacité accrue à virer les informations qui servent à rien. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la forêt en termes de bruit, en termes de visuel, en termes d'odeur. Ce qui est aussi hyper intéressant et ce qui rejoint mon hypothèse de base sur le fait qu'en fait, je reste persuadée qu'on serait beaucoup plus épanoui en tant que personne TDAH dans des communautés plus nomades et des modes de vie plus nomades, parce que on va revenir sur ma crise existentielle après et sur les leçons que j'en ai tirées. Je pense que c'est surtout ça qui me fait du mal en ce moment, c'est cette sédentarité et ce mode de vie inadapté en tout cas j'ai l'impression à ma personnalité. Donc il y a Ben Campbell, un anthropologue évolutionniste de l'université du Wisconsin qui a fait des études sur les Ariaals. C'est un groupe nomade isolé au Kenya et qui montre qu'il y a quand même beaucoup d'avantages pour les peuples nomades à avoir des traits du TDAH, même dans l'hyperactivité et l'impulsivité. D'ailleurs, du coup, ce groupe nomade-là, il présente des taux élevés de la mutation génétique liée au TDAH, alors que les populations ariales plus sédentaires, parce que je pense qu'ils se sont split au fur et à mesure des années, celles qui sont plus sédentaires présentent des taux beaucoup plus faibles de cette mutation, et même beaucoup plus globalement, ils ont observé que la variante génétique associée au TDAH a une fréquence beaucoup plus élevée dans les populations nomades et même celles qui ont eu un historique migratoire plus important. En termes de santé, même ceux qui avaient la variante génétique liée au TDAH qui étaient nomades étaient en bien meilleure santé que ceux qui avaient aussi la variante génétique liée au TDAH mais qui étaient sédentaires. Moi je trouve ça hyper intéressant comme hypothèse parce que je l'ai expérimenté moi-même quoi, c'est-à-dire que les moments où je suis plus bien dans ma vie et où je suis le plus même motivée pour travailler, c'est dans des environnements qui changent, c'est-à-dire c'est dans la nouveauté, dans les périodes où je voyage, dans les périodes où je change d'environnement pour aller en nature ou que je vais dans une nouvelle ville ou peu importe, c'est dans ces moments-là où je me sens le plus stable. Et je trouve ça triste de me dire que en fait c'est juste notre société moderne qui nous rend malades. Comme moi je le vis vraiment comme ça, c'est-à-dire que en fait, c'est pas que je suis pas à ma place, c'est juste que je suis dans une société qui ne fonctionne pas comme je fonctionne et qui me force à adopter un mode de fonctionnement qui me rend triste et qui ne me convient absolument pas. Et je sais que vous voudriez que je vous apporte des réponses par rapport à ça, parce que peut-être que vous êtes beaucoup à vous reconnaître dans ce truc-là, de pas se sentir heureux dans ce mode de vie, mais en fait, j'ai pas de réponse toute faite. Je peux par contre vous parler de moi, comment j'ai aménagé ma vie. J'essaye beaucoup de changer d'environnement.
ces derniers temps, c'est-à-dire que en week-end, j'essaye de partir le plus possible, même si c'est pas loin, même si c'est à 1 heure, d'aller changer d'air, de sortir. J'essaye aussi de vraiment varier en termes d'activités mes semaines, de au moins me fixer 1 à 2 activités différentes par semaine pour rencontrer de nouvelles personnes, pour tester de nouvelles choses. En fait, j'ai vraiment cette impression qu'en tant que personne TDAH, on a besoin pour apprécier notre vie d'avoir cette impression constante de découvrir et d'apprendre et de nourrir notre curiosité en fait. Et plutôt que de le voir comme un handicap, c'est vraiment hyper essentiel que vous le voyez comme une force et que vous nourrissiez ça justement plutôt que de le laisser dépérir. Le fait de pas avoir assez de dopamine, sérotonine, tout ça, ça fait aussi que on a tout le temps besoin de nouveautés. Et le problème, c'est que qui dit nouveauté dit en fait tout le temps changer de centre d'intérêt. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup souffert pendant ma jeunesse de ce truc de... En fait je suis experte en rien mais je fais plein de trucs. Donc c'est cool, hein, je fais de la peinture, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du judo, j'ai fait de la sculpture, j'ai essayé de faire de la guitare, j'ai fait du piano, enfin j'ai fait plein de trucs différents, mais par contre je suis experte en rien. En fait, je sais tout faire de manière moyenne. Et du coup, c'est hyper frustrant parce qu'on est dans une société qui nous incite à exceller quelque part pour espérer réussir quelque part ou alors pour avoir de la reconnaissance sociale. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais de la reconnaissance sociale pour des gens qui sont juste curieux et qui testent des trucs, quoi. C'est un peu dommage. On associe souvent ça à justement des gens un peu perdus ou des gens feignants ou je sais pas. Alors qu'en fait, pour moi, c'est déjà un super pouvoir en soi de se dire, bah putain, je suis capable de faire plein de trucs différents et même si j'excelle pas quelque part, je sais un peu tout faire et c'est cool. Et en fait, ça sert vachement quand on est, par exemple, comme moi, freelance, parce que, en fait, on devient multicasquette, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi l'impression de pas trouver notre place et que, de manière sociétale, faut rentrer dans une case, faut être fort dans quelque chose. En tout cas, quand on a un hobby, où faut faire qu'une seule chose ou max 2 choses à la fois et faire ça pendant 10 ans, non. Moi, en tout cas, ça marche pas comme ça, quoi. Mais j'ai appris à me dire que c'était ok, parce que c'est pas en étant dans le déni de cette particularité-là que, vous serez plus heureux. Bien au contraire. Moi, mes symptômes, ils ont pas commencé à se régler avec les médicaments, ils ont commencé à se régler quand j'ai commencé à m'écouter, en fait. Et je sais que j'ai un statut qui est hyper privilégié en tant que freelance et que c'est hyper facile de vous dire à vous, peut-être qui est en CDI, qui font des horaires de fous furieux, changer d'air, changer d'espace de travail. Je sais que c'est pas aussi simple pour plein de personnes, mais peut-être que ça peut faire germer en vous cette idée que peut-être que le métier que vous faites actuellement n'est pas hyper adapté pour votre santé mentale et votre bien-être. Soit peut-être ça peut être l'objet d'une reconversion professionnelle et il est jamais trop tard pour se sentir heureux dans son travail, hein, ça je vous le dis, hein, que vous ayez 30, 40, 50 ans. Il y a des dispositifs de reconversion qui existent, il y a plein de choses qui existent, il y a vos crédits CPF, etc. Mais ça peut être aussi dans des choses beaucoup plus légères qui vous nécessitent pas de changer complètement de vie du jour au lendemain. Typiquement, ça peut être de varier vos cercles sociaux, de voir un peu, découvrir, explorer. Faites-vous une wishlist. Moi, c'est ça que j'aime bien faire ça. Chaque année, je me fais une wishlist de toutes les choses que j'aurais envie de réaliser, de voir ou de faire ou de lire, ou enfin voilà. Et comme ça vous donne moins l'impression que vous vivez pour travailler, mais plutôt que vous travaillez pour vivre. La vie, c'est pas le travail, c'est ce qu'il y a à côté. Et ça devient votre travail quand c'est quelque chose qui vous passionne. C'est hyper important. J'ai aussi appris à voir en fait mes faiblesses comme une force, c'est-à-dire que par exemple, à cause de mon impulsivité, de mon besoin de tout le temps découvrir de nouvelles choses, ce qui m'impacte le plus, c'est mes cercles sociaux, moi. Parce que je me lasse très vite des gens. Je me lasse très vite des relations que j'ai déjà, entre guillemets, acquises. Et ça peut poser problème quand vous avez des relations amoureuses depuis quelques années ou des relations amicales depuis quelques années, de devoir continuer d'entretenir ces amitiés-là, alors que des fois, vous êtes hyper investi dans de nouvelles amitiés parce que c'est nouveau, parce que c'est super, parce que ou alors, en relation amoureuse, vous donnez l'impression que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la barrière, alors qu'au bout de 3 mois, quand vous aurez fini de découvrir la personne, vous aurez de nouveau ce besoin de c'est la routine, on la connaît, est-ce qu'on peut pas aller voir ailleurs? Pour les relations amoureuses, je vous recommande, prenez votre meilleur ami, ça marche. Au moins, vous faites jamais chier. Et surtout, prenez quelqu'un de neuroatypique, hein, c'est con. Hein. J'ai été en couple avec quelqu'un qui était pas neuroatypique et après quelqu'un qui était neuroatypique, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, vu qu'on est tous les deux jetés du crâne, au moins on s'ennuie jamais. Et la nouveauté, elle est là tout le temps, parce que de toute façon, vu qu'on est hyper instable dans notre vie, ça change tous les 2 mois, c'est super. Pour les amis, pareil, hein, c'est horrible, mais bon, les amitiés, moi qui durent depuis des années,
journée, c'est pareil, ils sont tous un peu jetés, quoi. On est tous neuroatypiques, on a tous des personnalités ultra changeantes et des envies ultra changeantes, et c'est ce qui fait qu'on continue à se nourrir et à se voir, en fait. On déteste tous tellement la routine, c'est terrible. Donc vraiment, je culpabilise plus de vouloir m'entourer que de personnes qui me ressemblent un peu et qui sont tous un peu foufous. Je culpabilise plus d'avoir envie souvent d'air et de voir ailleurs. Alors quand je dis voir ailleurs, c'est pas forcément en relation, mais c'est plus vraiment par rapport à des nouvelles amitiés, à des nouvelles rencontres, à des voyages, à des changements de vie. En fait, je culpabilise plus de plus rentrer dans ce moule de on a les mêmes amis depuis 20 ans et ça change pas et ça bouge pas, on a le même taf depuis 20 ans. J'ai accepté que avec ma personnalité, je peux pas me projeter sur le long terme et avoir une vie stable et long terme, en fait. C'est con, quoi. Mais vraiment, pendant longtemps, c'était un stress et une culpabilité de me dire mais putain, la honte, je sais pas ce que je veux faire dans 5 ans, je sais pas où je serai dans 10 ans. La honte, j'arrive pas à avoir un groupe d'amis stable et solide qui dure depuis le lycée. J'ai du mal un peu à entretenir mes amitiés parce que je suis pas hyper dans tous les sens. Je suis hyper investie dans une amitié, puis après, littéralement, j'oublie que cette personne existe parce que, je sais pas, je rentre en focus de 2 mois sur mon travail et je vois plus personne. Et ensuite, je revois des gens. Enfin, en fait, je suis complètement instable à ce niveau-là. Mais j'ai arrêté de souffrir de ça du moment où j'ai accepté que j'étais comme ça et qu'en fait, j'étais heureuse comme ça. Enfin, moi, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. J'adore changer d'endroit. Et en fait, paradoxalement, c'est là où je me sens le plus à ma place. C'est dans ce changement constant, cette mouvance constante. Et je trouve ça fou de pouvoir me dire qu'aujourd'hui, je vais dans n'importe quelle ville en France et je connais des gens et j'ai des amis là-bas et c'est trop bien, quoi. Donc mes solutions, pour vous, elles se trouvent pas tellement dans le quotidien, à part si vraiment vous voulez changer de vie totalement et vous reconvertir ou quoi. Ou devenir nomade, avoir une ferme, être autosuffisant. Enfin, il y a plein de vies alternatives, je pense, pour nos personnalités, mais on n'est pas tous prêts à passer le pas. Ça fait un peu peur et puis des fois, on est juste pas en couple avec les bonnes personnes pour faire ce genre de choses. Ou alors, on a des vies déjà assez construites et le pétage de câble arrive un peu tard pour faire ce genre de choses. Mais il y a toujours moyen d'aménager un peu tout ça. Surtout en voyant la vie différemment. Moi, j'avais vraiment cette habitude de subir ma vie, c'est-à-dire d'être hyper dépitée, quoi, de la situation et d'avoir l'impression que c'était comme ça maintenant et voilà, ma vie ça va être ça, c'est triste. Alors qu'en fait non, on a toujours le choix et surtout on a le choix de voir les choses du bon côté, d'être reconnaissant. On en parlera dans un autre épisode justement de comment reformater son cerveau pour arrêter d'être négatif, parce qu'en fait on a une tendance à la négativité en tant qu'humain, faut le savoir. Et d'ailleurs à Paris ça se voit particulièrement. Mais on a vraiment une tendance à la négativité et ça pareil, ça se reformate. Et surtout en tant que personne TDAH, avec le nombre de déséquilibres qu'on a en termes de neurotransmetteurs, c'est hyper important d'arriver à reprogrammer son cerveau pour être reconnaissant, positif de ce qu'on a et se dire qu'on ne subit pas notre vie mais qu'on peut prendre des décisions et faire des choix, aménager sa vie, enfin trouver des moments de bonheur et des sources de dopamine en circuit court autres que les addictions. Ça aussi, on en fera un épisode, les addictions. Entre le borderline, le TDAH, on a beaucoup de troubles qui prédisposent les gens aux addictions, quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas seuls, que les personnes TDAH, souvent, on a ce truc de pas se sentir à notre place, et que peut-être notre place, c'est justement d'être nulle part à notre place et d'en jouer, d'en profiter, justement de pouvoir s'adapter, peu importe notre environnement, et de pouvoir trouver du bonheur dans la nouveauté constante, parce qu'il y a des gens qui ont très peur de la nouveauté, et que c'est ok de pas trouver son bonheur dans l'argent, de pas trouver son bonheur dans la carrière, de pas trouver son bonheur dans une vie rangée avec des amis de longue date, de pas trouver son bonheur forcément dans le schéma famille, labrador, maison. C'est complètement ok, et en fait on est bien plus que ce que vous pensez à vivre ça et à le vivre comme ça. La seule différence, c'est qu'il y en a qui choisissent de le vivre pleinement et d'autres qui le subissent, et juste faut arrêter de subir au bout d'un moment. Que vraiment vous êtes maître de votre vie, vous n'en avez qu'une. Et surtout, moi il y a une phrase qui m'aide énormément, c'est est-ce que si je meurs demain, je regrette ? Par exemple, quand j'ai pris la décision de quitter mon travail et de commencer les réseaux sociaux, alors je me suis pas jetée comme ça dans cette décision en étant complètement irresponsable, j'avais de l'argent de côté assez pour si ça marchait pas pendant 1 an, c'était pas grave, parce que j'avais bien trimé avant justement, mais j'avais quand même peur du changement, peur de sortir des codes, peur des regards des autres, du jugement, peur d'en fait me dire mais
première fois de ma vie que j'ai pas de plan et que j'y vais comme ça. Et à la fois, c'était hyper excitant et hyper... je suis hyper stimulée par ces projets-là, quoi. Et je reviendrai en arrière pour rien au monde. Et vraiment, ce qui a permis de me décider de sauter le cap, c'est de me dire, mais là, demain, si je meurs, est-ce que je suis contente de ma vie, genre? Et non, j'étais pas contente du tout de ma vie. Et j'aurais grave regretté si demain, j'étais plus là et que j'avais pas pris cette décision parce que ça faisait des années que j'avais envie de faire ça. Aujourd'hui, il me reste encore beaucoup de questions à régler. J'ai que 25 ans. Je pense que le chemin à ce niveau-là est pas fini. Ça m'angoisse toujours de me dire, est-ce que je serai encore créatrice de contenu dans 2 ans? Surtout que j'ai encore plein de projets qui arrivent. J'ai envie de vous sortir des formats enquête. J'ai envie de aussi écrire des mini-séries avec mes copains. J'ai envie de faire plein de trucs, mais je sais pas d'une si ça marchera. Je sais même pas si dans 5 ans je serai encore sur internet ou si vous me verrez dans une ferme en milieu de la Creuse. Quoique je pourrais toujours finir comme Jigmé. Putain, Jigmé, il a tellement ma vie de rêve, les gars. Le gars, il est tout seul au milieu de ses champs, il est tanké, il bouffe les trucs de ses champs, il doit être en super santé. En plus, il fait de la création de contenu, donc en fait, il peut se barrer demain en vacances. Il est pété de thunes, il en a rien à foutre. Ah, c'est génial, hein, sa vie. Donc c'est ok d'être perdu. On est tous un peu perdus, je pense, surtout dans le contexte actuel, en termes sociétal et même en termes géopolitiques ou écologiques ou tout ce que vous voulez. Hein. On est un peu la génération où on se prend tout dans la gueule. C'est hyper ok de remettre en question plein de choses. Ça fait de vous des êtres humains vivants et pas complètement lobotomisés et éteints. Ça fait que vous avez encore une petite étincelle, une petite sparkle. Qu'il faut que vous l'écoutiez un peu, votre sparkle, de manière raisonnée et raisonnable, mais que vous le coûtiez quand même. Et au final, on reste tous des grands enfants. Faut pas oublier ça. On n'est jamais aussi heureux que quand on laisse parler les enfants qu'il y a en nous. Mais votre place, si vous la cherchez encore, et si ça peut vous aider, elle est peut-être dans le mouvement et dans le changement. Elle n'est pas dans un lieu fixe, elle n'est pas dans un endroit fixe, elle n'est pas dans des personnes fixes. Elle est dans l'expérimentation, l'aventure et le jeu et le fait de vivre sa vie justement. En tout cas, c'est ce que je me dis actuellement et c'est ce qui me rassure dans mon futur et dans ma manière de vivre actuellement. Et si ça peut vous aider aussi, je suis trop contente. C'est la fin de mon partage introspectif. J'espère que ça a pu un peu vous aider. N'hésitez pas vraiment si vous voulez me soutenir et que je continue les podcasts à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube ou sur la plateforme à travers laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. C'est hyper important pour moi. N'hésitez pas également si vous avez des questions à commenter. Et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.